Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer ensemble les étapes 10 et 11 du Tour de France. La 11e étape du Tour de France vient de se terminer. Et mon Dieu, quelle étape, quelle étape. On va avoir beaucoup de choses à dire sur cette 11e étape, donc je vais un peu occulter l'étape d'hier, l'étape 10, qui allait d'Orléans à Saint-Amand-de-Montrond. Vraiment pas grand chose à dire sur cette étape 10, il ne s'est pas passé grand chose, le seul fait de la journée avant les derniers kilomètres, c'est ce sprint intermédiaire où il y a eu petit débat sur des classements ou non de Jasper Philipsen. Est-ce qu'il doit y avoir des classements de Jasper Philipsen? Je pense que non, la responsabilité ne vient pas du coureur, mais de ses barrières qui sont trop proches sur la route. C'est un sprint qui se déroule sur une route comme ça, et à 50 mètres de la ligne, la route elle est comme ça, parce que les barrières sont trop proches, trop ramenées sur la route. Voilà, donc pas de la faute pour moi de Philipsen, pas de déclassement, c'est normal. C'est de la responsabilité des organisateurs du Tour. Je pense que les barrières étaient mal placées. Donc, on peut arriver sur le sprint final de cette étape 10, ce qui se lance, si vous voulez regarder l'étape dans son intégralité, je vous propose de regarder les 6 derniers kilomètres, forcément, avec ce faux plat descendant où les mecs se jettent à 70 km/h. Les équipes de sprinteurs cherchent à mettre en place leur train, et à ce jeu-là, on retrouve Alpecin. Enfin, ça y est. L'équipe de Jasper Philipsen arrive à se trouver dans le final pour pouvoir lancer à la perfection Jasper Philipsen. C'est Mathieu Van Der Poel qui va apporter la lumière chez Alpecin avec la même qualité de lanceur qu'on lui avait trouvé sur le Tour de France 2023. Il fait de 500 mètres aux 250-200 derniers mètres pour Philipsen qui a plus qu'à lancer son sprint. Et à ce jeu-là, Philipsen, quand on est lancé par un champion du monde qui marche aussi bien, il n'y a pas eu de jeu. Il doit gagner avec 2 ou 3 vélos d'avance sur Biniam Girmay, je crois. Voilà, l'information, elle est peut-être ici. Biniam Girmay défend très bien son maillot vert, mais Philipsen se rapproche petit à petit. Et si Mathieu Van Der Poel continue sur la même lancée que cette étape 10 et continue à lancer les sprints à la perfection comme il l'a fait hier, eh bien Philipsen va encore gratter du terrain dans les 2 étapes à venir, ou en tout cas sur l'étape de demain, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, les 2 enseignements de la journée sont là. Philipsen remporte le sprint avec un Mathieu Van Der Poel retrouvé, qu'on avait déjà vu en forme sur l'étape de dimanche, l'étape des chemins blancs. Van Der Poel lance à la perfection Philipsen, et donc Philipsen n'a aucun égal dans ces conditions-là. Et le deuxième enseignement, c'est que Philipsen gratte du terrain au classement par points sur Biniam Girmay. Le match pour le maillot vert du classement par points est loin d'être terminé, je pense. Philipsen n'a pas perdu, malgré son déclassement la semaine dernière, lorsqu'il avait fait 2e derrière Groenewegen. Voilà ce qu'on peut retenir de cette étape Orléans-Saint-Amand-de-Montrond. Et après la petite sieste d'hier, on peut venir au gros morceau de cette journée, l'étape 11, Évaux-les-Bains-Le Lioran. Je vous avoue, lorsque j'avais fait mes petits pronostics dimanche, je vous avais donné Philipsen vainqueur mardi, ça a été le cas, sans surprise, quand Mathieu Van Der Poel est en forme, Philipsen gagne. Et aujourd'hui, je me suis planté brillamment, parce que sur cette étape Évaux-les-Bains-Le Lioran, 211 km, 4000 mètres de dénivelé positif, j'avoue que je voyais une échappée aller au bout, et j'avais fait de mon favori Derekji. Déjà, petite chose, sur ce pronostic, il y a une erreur de ma part. Avoir pronostiqué Derekji alors qu'il est dans le top 10 du général, j'aurais dû penser que si Derekji était parti en échappée, on aurait forcément vu Ineos rouler. Voilà, ça, c'est pour la blague. Mais sinon, on a effectivement vu une échappée costaude se former au départ de cette étape. Et bien, malheureusement pour eux, à aucun moment ils n'ont pu entrevoir une victoire d'étape, parce que derrière l'UAE de Tadej Pogačar a mené un train d'enfer sur toute la première partie de cette étape, d'abord pour garder l'échappée en ligne de mire à 2 minutes, mais c'est surtout parce que UAE et Pogačar avaient une idée derrière la tête qui était d'assommer le Tour de France sur cette 11e étape. Et ça, mes amis, je ne l'avais pas vu venir. Alors c'est vrai que le profil pouvait s'y prêter. C'est des cols courts qu'on a eu dans le final, avec du fort pourcentage, tout ce qui convient à Pogačar, et on peut imaginer que ça aurait convenu moins à Jonas Vingegaard, qui est l'adversaire principal de Pogačar, même s'il est que 3e du classement général. Et pourtant, donc, UAE roule très fort. Pour ma part, je prends le direct du coup à une 40aine de kilomètres de l'arrivée. Et la première image sur laquelle je tombe, c'est
celle-ci. Le dernier rescapé de l'échappée, Ben Illy devant le pauvre. Il était bien accompagné de Carapaz et de Lascano. Ces trois coureurs étaient les plus forts de cette échappée. Et derrière, regardez le tout petit peloton qu'on retrouve ici. UAE de Pogačar, on retrouve Adam Yates en tête de ce peloton, Pogačar en jaune, Vingegaard juste en dessous de lui, toujours dans sa roue, Almeida, Roglic, Rodriguez, Evenepoel, Ciccone, Jorgensen, dernier équipier de Vingegaard, et Landa, qu'on voit un petit mètre en bleu tout en bas, dernier équipier d'Evenepoel. Voilà ce qu'il reste du peloton quand je prends le direct. Alors je vous avoue que du coup j'ai fait un petit retour en arrière pour voir ce qu'il s'est passé. Et dans cet enchaînement, on avait Néron, col de Néron, Pas de Pérol, le Pertus et le Fonser. Ça, c'est les 4 côtes qu'on avait dans le final d'étape, regroupées en 50 km, je crois, les 50 derniers kilomètres. Et bien dans le col de Néron, Sivakov a mené un train des enfers. Et quand Adam Yates lui prend le relais dans le Pas de Pérol, voilà ce qui reste du peloton. Ça, c'est quand même une image auquel je ne m'attendais absolument pas. Et vous allez le voir, ce rythme, c'était pas pour compter fleurette, parce qu'au sommet du Pas de Pérol, c'est Pogačar, à 600 mètres du sommet, qui met une attaque incroyable, qu'on a l'habitude de le voir. Et la première surprise qu'on a, c'est, on le voit à gauche de l'image, Vingegaard écrase d'entrée. Vingegaard ne cherche pas à rentrer sur Pogačar. Certainement parce que UAE a tout simplement explosé Vingegaard dans cette montée. Et on va avoir la configuration suivante, Pogačar devant, Vingegaard Roglic juste derrière, et Evenepoel avec quelques favoris encore derrière. C'est à ce moment-là la hiérarchie à l'instant T. Dans ce final du Pas de Pérol, qui est extrêmement dur, on voit Vingegaard qui était accompagné de Roglic, qui fait un gros effort pour essayer de rattraper Pogačar au sommet du Pas de Pérol. Et à ce moment-là, très naïvement, je le reconnais, je me suis dit dans ma tête, si Vingegaard n'est pas capable de boucher le trou sur Pogačar, Pogačar prend une très grosse option sur le Tour de France. Et c'est ce qui va se passer. Vingegaard ne va pas pouvoir entrer sur Pogačar. Et je pense alors qu'on va voir un Vingegaard comme sur le Tour de France 2021, prendre 2-3 minutes d'avance, les adversaires se regarder derrière malgré tous les efforts de Vingegaard, mais comme Vingegaard pour moi a montré des limites sur le sommet du Pas de Pérol, les forces n'allaient pas pouvoir s'inverser. Retenez cette phrase, elle est importante. Et donc, dans la descente, on va se retrouver avec une configuration Pogačar, Vingegaard, Roglic et Evenepoel et un petit groupe de favoris. Ce petit groupe-là va se regrouper en bas de la descente du Pas de Pérol pour entamer le Pertus. Dans le Pertus, il doit y avoir 35-40 secondes à ce moment-là d'écart. Vingegaard, d'entrer dans le Pertus, fait l'effort pour essayer d'entrer sur Pogačar et amène avec lui Roglic et Evenepoel. Et un à un, Vingegaard va éliminer Evenepoel et Roglic. Et il va monter le Pertus tellement fort, tellement vite, qu'il va pouvoir revenir sur Pogačar à l'amorce, à l'approche du sommet de ce Pertus. Le Pertus, effectivement, c'est un col qui est difficile, mais très court. C'est 5 km, enfin un peu moins, je dois avoir les données quelque part, voilà. 4,4 km à 7,9% de moyenne. C'est très court. C'est pentu, mais c'est pas incroyablement pentu. En comparaison, le col de Néron est plus pentu. Et pourtant, dans ce Pertus, je pense qu'on a la bascule du Tour de France. La bascule du Tour de France, parce que Vingegaard va réussir dans cette montée à boucher les 30 secondes de retard qu'il avait sur Pogačar. Quelle montée, quelle montée. A posteriori, là après l'étape, j'ai tendance à penser que c'est Pogačar qui a baissé de régime et non pas Vingegaard qui a haussé le régime. Certes, Roglic et Evenepoel ont craqué dans la route Vingegaard, mais ces deux coureurs que je viens de vous citer n'ont pas les capacités de grimpeur qu'a Vingegaard. Vingegaard est un meilleur grimpeur et finalement c'était assez logique que sur son rythme de train habituel, Vingegaard lâche et Evenepoel et Roglic. Et donc il va parvenir à rentrer sur Pogačar. Mais c'est certainement parce que Pogačar, après son attaque, alors qu'il pensait certainement enterrer le Tour de France sur cette action, eh bien, va rendre les armes petit à petit. Finissons le déroulé de la course ensemble. On vient de passer le sommet du Pertus, Vingegaard et Pogačar ensemble, et Evenepoel et Roglic ensemble. Là, on a la hiérarchie du Tour de France qui était attendue, notamment après l'étape du Galibier. Les deux monstres qu'on voit depuis 4 ans devant, Roglic et Evenepoel, un deuxième rideau derrière, et puis le reste des favoris, Rodriguez, Almeida, Yates, etc. Bien.
Dans cette descente, après le passage du Perthus, on va aller chercher le col de Fontserre. Vingegaard, alors je prends un screen, hein, au début c'était pour la vanne, hein, je vous avoue que je prends ce screen pour la vanne. On voit Vingegaard rouler devant Pogačar. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, oh bah dis donc, il change de stratégie, il se met à rouler maintenant. Eh bien en fait, oui, déjà parce qu'il est rentré sur Pogačar, mais surtout Pogačar prend moins de relais. Les relais, ou alors quand il en prend, les relais sont moins puissants. Et dans cette descente du col de Perthus pour aller chercher le col de Fontserre, on voit beaucoup Pogačar boire, demander un bidon, aller chercher un petit gel, une pâte de fruits dans la poche arrière. Voilà, des signes qui indiquent que Pogačar est peut-être à l'amorce d'une défaillance. On arrive au pied du col de Fontserre. Il ne se passe rien dans ce col de Fontserre. Vingegaard contrôle beaucoup Pogačar. Pogačar prend des relais très timides. C'est Vingegaard qui fait l'essentiel de l'effort. On passe le sommet du col de Fontserre. Vingegaard fait la descente. Pogačar ne prend toujours pas de relais et n'en prendra pas jusqu'à l'arrivée. Et les deux vont donc se disputer un sprint au Lioran. Et bien dans ce sprint, qui est un sprint en faux plat montant, grosso modo, tous les jours de la vie, avec les qualités intrinsèques et de Vingegaard et de Pogačar, c'est Pogačar qui va remporter le sprint. Pogačar a plus d'explosivité, plus de puissance, il est plus lourd. Jamais, et ça n'était jamais arrivé jusqu'à ce jour, jamais Pogačar n'avait perdu un sprint contre Vingegaard. Et pourtant, lorsque Vingegaard lance le sprint aux 200 mètres et que Pogačar se décale, Pogačar se rassoit et n'est plus capable de poursuivre l'expression de sa puissance, de son sprint. S'assied, et on le voit vraiment à bout de pédale, il est incapable de dépasser Vingegaard, et c'est Vingegaard qui, sur cette image, parvient à remporter cette étape en battant Pogačar au sprint. Voilà, je termine avec le petit classement de la course. Vingegaard remporte l'étape devant Pogačar. Evenepoel arrive en 3e position à un peu plus d'une vingtaine de secondes. Il s'est très bien défendu, le Belge. Dans un parcours de moyenne montagne, quand même, ça lui convient mieux qu'un parcours de haute montagne. Mais voilà, très bonne défense d'Evenepoel. Et Roglic, qui avait réussi à suivre Evenepoel, va arriver derrière Evenepoel à 54 secondes, victime d'une chute dans la dernière petite descente, celle du col du Fontserre, avant de rejoindre la ligne d'arrivée. Voilà, Roglic malchanceux. Je crois qu'il doit perdre la roue avant dans un virage épingle gauche. On l'a vu, cette dernière petite descente avant d'amorcer les 2-3 derniers kilomètres était quand même dangereuse. Et bien voilà, Roglic, malchanceux et pas toujours très adroit sur son vélo, est tombé et a perdu du temps. Pourtant, on a vu un très bon Roglic aujourd'hui. Voilà, après je vous continue, les autres, Ciccone, les deux UAE, Yates, Almeida, Landa, et on voit Rodriguez tout au fond à 1 minute 46. Bon, voilà. Tout ça, je préfère le mettre du côté anecdotique. Je vous montrerai le classement général à la fin. Je veux revenir sur ce qu'on a vu sur cette étape. Tout d'abord, l'attaque de Pogačar est foudroyante. Encore une fois, je me répète, pour moi, lorsque Vingegaard ne parvient pas à rentrer sur le sommet malgré tous les efforts qu'il déploie pour revenir sur Pogačar, je me dis, ça y est, Pogačar est en train de remporter le Tour de France. C'était très naïf de ma part, parce que Vingegaard a su rentrer dans le col de Perthus après une descente très moyenne, et vient reprendre dans le col de Perthus 30 ou 35 secondes d'avance. Est-ce que l'inversion des forces dont je vous parle depuis le début du Tour de France entre Jonas Vingegaard et Pogačar ne s'est pas produite aujourd'hui? On avait Pogačar qui sort d'un Tour d'Italie, qui nous fait une très grosse première semaine, qui est très actif, et Vingegaard qui était très discret, qui refusait les relais à Pogačar, qui était un petit peu en dessous. Et bien, dans cette étape, et de façon générale, dans la montée du col du Perthus, on a vu Pogačar baisser de régime et Vingegaard réussir à recoller. Et surtout, et ce qui est très inquiétant, je trouve, pour Pogačar, c'est que Pogačar perd un sprint contre Vingegaard, alors que Vingegaard n'a pas du tout les qualités explosives de Pogačar. Ça, c'est très inquiétant. Pogačar, aujourd'hui, a pris tous les risques, a pris de gros risques pour distancer Vingegaard sur un parcours qui lui convenait, lui. Et pourtant, il a vu Vingegaard rentrer sur lui et le battre au sprint. Inversion physique, oui je pense, parce qu'après 211 km et 43 de moyenne, j'insiste sur ce chiffre, 43 de moyenne, sur cette étape qui compte 211 km et plus de 4000 mètres de dénivelé, on est 4 km/h au-dessus de l'horaire la plus rapide prévue par les organisateurs. UAE a fait tous les efforts pour écraser la course et UAE est battu par Vingegaard.
Vingegaard qui a eu 6 semaines de préparation pour le Tour de France. Là, mentalement, vous êtes UE, vous êtes Pogačar, ça fait très très mal. Et vous êtes Vingegaard, là vous êtes bien. Au cumulé sur la journée, vous prenez une étape, vous gagnez une petite seconde au général sur Pogačar, c'est anecdotique, vous revenez à 1,14 au lieu d'une 15. Ça, c'est pas très grave. Mais alors, là, tu peux être très confiant si tu es Vingegaard. Là, sur le terrain de Pogačar, tu n'as pas été mis en difficulté. Ni mentalement, ni physiquement. Le doute, il a duré le temps d'une descente. Dans Pertus, les forces se sont inversées. Vingegaard s'est permis de prendre des relais à Pogačar, d'être plus fort dans les relais plus agressifs, et surtout dans un faux plat montant, de battre Pogačar. Elle est là, l'inversion des forces. Ça y est. 11e étape du Tour de France. Moitié du Tour de France, grosso modo. Bah voilà, Vingegaard ne reprend pas plus de temps que ça à Pogačar, mais mentalement et physiquement, mentalement, il est beaucoup mieux ce soir. Et physiquement, il est à minima revenu à la hauteur de Pogačar. Voilà. Je pense que le col de Pertus, c'était le moment de ce Tour de France. Alors on verra si l'histoire me donne raison. On va le savoir très vite. Là, on va avoir 2 jours plutôt tranquilles. Jeudi et vendredi. Et puis samedi et dimanche, on va avoir les Pyrénées. Plat d'Adé samedi, plateau de Bay dimanche. Ouais, ça sent vachement bon pour Vingegaard. Je vous dirais qu'avant cette étape, pour moi, c'était 50% de chance de gagne pour Pogačar, 50% pour Vingegaard. Après cette étape, moi j'ai envie de vous dire 70-30 pour Vingegaard. Ça va être très dur là, pour Pogačar, pour gérer ça mentalement, pour UE aussi qui s'est cramé toute la journée, pour nous faire une moyenne qu'on a... une moyenne de fou furieux, de fou malade, 43 de moyenne. Là, sur une étape comme ça, heureusement que ça a monté. Enfin bon. Et Visma, qui sans utiliser un seul homme de la journée, en perdant quand même potentiellement un peu Van Aert qui est tombé dans la préparation, je crois, avant le col de Néron, quelque chose comme ça, dans un virage à gauche, il a pris trop au large. Jorgensen, qui n'est pas au niveau de cette cusse, mais sans utiliser un homme, Vingegaard en rentrant dans le Pertus, ça a complètement inversé les positions de ce Tour de France. Voilà. Bah écoutez, on verra ce que ça donne ce week-end. J'ai tendance à penser qu'après les Pyrénées, le Tour de France va être réglé, qu'après le plat d'Adé, ou alors qu'après le plateau de Bay, Pogačar devrait perdre du temps sur Vingegaard, et qu'après cette 11e étape, Vingegaard a pris l'ascendant, ça y est. Est-ce qu'une 14, ça suffira pour Pogačar ? Normalement, non. Alors, quand même quelque chose qui pourrait sauver cette réflexion que j'ai sur la santé de Pogačar, que je trouve déclinante, la forme. On l'a vu beaucoup manger et boire. Est-ce qu'il y a eu un problème d'alimentation pour Pogačar en cours d'étape qui pourrait justifier qu'il ait baissé de régime dans le Pertus et qu'il n'ait plus pris de relais ou très peu à Vingegaard dans le final ? Parce qu'il était vraiment cramé dans le sprint. Il était incapable de lever le cul de la selle. Les derniers mètres ont été très difficiles. Et malgré toute sa bonne volonté, toute cette agressivité qu'on lui connaît, ne pas être en mesure de dépasser Vingegaard, bon, voilà. C'est peut-être la seule chose qui pourrait sauver les pronostics que je suis en train de vous faire sur la fin de Tour de France et déjà sur les Pyrénées ce week-end. C'est que Pogačar se soit mal alimenté pendant cette étape et qu'il se soit retrouvé en mode défense sur la fin. Si c'est le cas, tant mieux pour lui. Mais voilà, tel que je le vois, samedi, dimanche, Vingegaard devrait tuer le Tour de France. Voilà. Ça, c'est mon avis, de loin, de mon fauteuil. Quoi qu'il en soit, pour revenir sur les étapes à venir, parce qu'on va avoir un petit peu de boulot avant de se présenter au pied des Pyrénées. Demain, Aurillac-Villeneuve, un peu plus de 200 km. Une première partie d'étape plutôt difficile, ça monte et ça descend. On va quitter le Cantal pour arriver dans le Lot-et-Garonne petit à petit. Ça va monter, descendre, rien de très difficile. Est-ce une étape pour baroudeur? Est-ce une étape pour sprinter? Ça dépendra du nombre d'échappées, je pense, demain. Difficile pour moi de vous dire si la balance penche du côté des baroudeurs ou penche du côté des sprinters.
Voilà, on verra sur le tas comment se passe le début d'étape, ce sera très intéressant. Et une fois que l'échappée sera partie, en fonction du nombre d'échappées et en fonction de la réaction du peloton, on saura tout de suite si c'est pour les sprinteurs ou les baroudeurs. Voilà, ça c'est pour l'étape de demain. Et l'étape de vendredi, Agen-Pau, 165 km. C'est moins dur que demain, c'est moins dur que l'étape de jeudi. Donc un sprint à Pau attendu également. Voilà, 2 étapes à venir pour les sprinteurs. J'ai tendance à penser, si je joue à des pronostics, ça y est, Alpecin est en place, Van der Poel a retrouvé la condition et peut lancer à la perfection Philipsen. Potentiel double KO de Philipsen pour revenir à 3 victoires d'étape contre 2 pour Bignan. C'est fort possible. Après, Bignan ne va pas lâcher le morceau comme ça. Voilà, ils sont là, les 2 meilleurs sprinteurs du peloton cette année sur le Tour de France. Peut-il y avoir une autre surprise? Bon, Pedersen est rentré à la maison. Groenewegen, Cavendish n'ont pas été très rassurants ces derniers jours. On verra. Voilà, on verra. Mais 2 étapes à venir pour les sprinteurs avant le week-end incroyable des Pyrénées, Pau, Saint-Lary-Soulan et Loudonvielle, Plateau de Beille. Mais ça, je vous en reparlerai vendredi. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai débriefé l'étape de la veille pour Philipsen, l'étape du jour qui pour moi est capitale dans ce Tour de France, qui pour moi marque l'inversion des forces entre Pogačar déclinant et Vingegaard montant. Encore une fois, la seule chose qui peut sauver cette analyse pourrait être celle selon laquelle Pogačar s'est pas bien alimenté à partir de son attaque et certainement peut-être même avant. Mais voilà, est-ce que le Pertus vient de changer la phase du Tour de France? Oui. Et la réponse, elle sera donnée ce week-end. Et ce, dès l'étape du Pla d'Adé samedi. Voilà, je vous retrouve moi vendredi pour qu'on parle des 2 étapes pour sprinters à venir. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Salut, ciao.